Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience Robert Jackson, sous-secrétaire adjoint américain aux affaires africaines, au centre des échanges de l'épidémie d'Ebola, les élections de 2015 en Côte d'Ivoire et les avancées économiques dans le pays. 250 ex-combattants bénéficient de projets de réinsertion communautaire dans la région du Tonkwé grâce à l'ONUCI et à l'ADDR. Ces 250 ex-combattants vont pouvoir s'intégrer dans le tissu socio-économique. Hier, les Ivoiriens ont rendu hommage aux éléphantes pour avoir décroché l'une des 3 places qualificatives pour la prochaine Coupe du monde féminine de football qui aura lieu au Canada. Nous en parlons dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Ce mercredi, un conseil des ministres a eu lieu au palais présidentiel en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. À l'ordre du jour de ce conseil des ministres, les dossiers relatifs aux activités socio-économiques du pays et bien d'autres priorités. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Thierry de Saint-Maurice est en fin de mission. Il est allé faire ses adieux au chef de l'État, Alassane Ouattara. Jérôme Kofi, à Boulin. Mission terminée pour Thierry de Saint-Maurice. C'est pour en informer le président de la République, Alassane Ouattara, et lui faire ses adieux que le chef de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire s'est rendu en fin de soirée ce mardi 28 octobre 2014 au palais présidentiel. Rencontre qui a duré environ 1 heure d'horloge. Elle a été pour Thierry de Saint-Maurice l'occasion d'évoquer quelques souvenirs durant son séjour en Côte d'Ivoire. On a tous vécu, bien sûr, la période de la crise post-électorale. Je ne veux pas m'attarder sur cette période, simplement pour rappeler que l'Union européenne a été aux côtés de la Côte d'Ivoire pour faire aboutir le processus démocratique. Ceci ayant été fait, la Côte d'Ivoire a entrepris une grande période de redressement, d'abord de redressement de son économie et aussi de redressement de son fonctionnement démocratique. L'Union européenne est fière d'avoir été, dans tous ces moments historiques pour le pays, aux côtés des dirigeants de la Côte d'Ivoire et aux côtés du président de la République. Je quitte donc dans quelques jours un pays bien différent de celui que j'ai pu trouver à mon arrivée ici en 2010 et bien différent par toutes les transformations qu'il a connues depuis plus de 3 ans. C'est donc un grand plaisir pour moi d'avoir pu participer dans mes fonctions d'ambassadeur de l'Union européenne à cette période importante. Et je quitte le pays avec un peu d'émotion parce qu'aussi c'est un pays qui m'a accueilli d'une manière exceptionnelle sur le plan relationnel, professionnel, politique. Tout a été fait pour que mon séjour ici soit traité avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amitié. Thierry de Saint-Maurice quitte la Côte d'Ivoire après y avoir passé environ 5 années. Hier mardi, le président de l'Assemblée nationale a accordé une série d'audiences. Guillaume Soro a reçu entre autres l'ancien premier ministre guinéen, Cellou Dalein Diallo, et les chefs traditionnels du Grand Ouest, Hamza Diaby. Zokouk Belli Ier, c'est ainsi qu'il faudra désormais appeler le président de l'Assemblée nationale. Depuis ce mardi, Soro Kigbafori Guillaume a été intronisé chef traditionnel. Vêtu de ses nouveaux habits, le chef s'est adressé à ses pairs. Les chefs traditionnels sont un maillon et des vecteurs importants pour toucher les populations. Pas celles des villes, mais celles de la campagne, au tréfonds, aux confins de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous alliez sillonner tout l'Ouest. Demandez aux populations de faire la réconciliation, de consolider la paix. La Côte d'Ivoire en a besoin. Un message manifestement entendu. Les chefs promettent le transmettre à leur tour aux populations. Le peuple Kourou est dans Mandé du Sud,
demande pardon au peuple ivoirien, à tous ceux qui ont été blessés, à tous ceux qui ont été frustrés dans ce que nous venons de traverser. Cette journée d'audience a démarré par celle accordée à Cellou Dalein Diallo, l'ancien premier ministre guinéen. Les deux hommes ont évoqué l'actualité, cette fièvre hémorragique qui met en branle la planète, l'Ebola. Je n'ai pas manqué naturellement de saluer la décision des autorités ivoiriennes d'ouvrir les frontières avec la Guinée. Et j'ai parlé des dispositions que nous sommes en train de prendre pour éradiquer Ebola dans notre pays. Et pour boucler la boucle, Eugène Dué, l'ancien camarade d'université de Guillaume Soro, est venu lui rendre une visite de courtoisie et d'amitié. Nous vous le disions dans nos titres, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu en audience Robert Jackson, sous-secrétaire adjoint américain aux affaires africaines. Au centre des échanges, l'épidémie d'Ebola, les élections de 2015 en Côte d'Ivoire et les avancées économiques dans le pays. Maïsako. Robert Jackson, sous-secrétaire adjoint américain aux affaires africaines, a rencontré ce lundi à la primature le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au nombre des sujets abordés, l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit en ce moment, notamment en Afrique de l'Ouest. Nous avons une équipe de notre centre pour le contrôle de maladies ici sur place en permanence. Ils travaillent étroitement avec le gouvernement. Mais le message que j'aimerais renforcer, c'est très bien qu'on a réussi à éviter l'Ebola jusqu'ici, mais il faut également regarder les cas du Sénégal et du Nigeria qui ont pu contrôler. L'élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire a été aussi évoquée au cours des échanges. USAID finance une formation avec la commission électorale. Nous avons tout un programme pour accompagner le gouvernement et les partis politiques dans les élections et je crois que nous assisterons aux élections crédibles et paisibles. Le sous-secrétaire adjoint américain aux affaires africaines a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années. Quand on regarde les changements et le taux de croissance ces dernières années, c'est très impressionnant. Et je dois dire que ça fait 13 ans que je suis, depuis que j'étais en poste ici, et je vois beaucoup de changements, beaucoup de constructions, beaucoup d'améliorations. Et la ville est nettement plus propre. Au dire du sous-secrétaire adjoint américain aux affaires africaines, Washington entend accompagner la Côte d'Ivoire dans ses différents processus. Un protocole de coopération entre les acteurs du commerce extérieur a été signé hier. Ces acteurs évoluent dans le domaine de l'import-export. Ils veulent lever tous les obstacles qui minent leurs activités. Guérojo Nguesson, Francis Boifo. Par cette signature de protocole de coopération, l'ensemble des structures publiques et privées intervenant dans le domaine du commerce extérieur s'engagent à lever les entraves constatées dans l'importation et l'exportation des biens et services sur le territoire ivoirien. Les actions des différentes structures doivent permettre d'accroître le volume du commerce extérieur. L'exportation représente à peu près 20 à 30% du PIB et je pense que nous sommes bien partis pour faire de ce pays un pays pour lequel l'exportation sera beaucoup plus importante dans la formation du PIB. Le programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale PACI a mis en place un mécanisme d'alerte aux obstacles au commerce. Il a déjà permis l'identification de 42 entraves, dont 5 ont été résolues et 17 en voie de résolution. Il faut dire que ces obstacles peuvent faire en sorte que les opérateurs ont tendance à opérer dans l'informel. Et nous voulons arriver de plus en plus à encourager les PME et les commerçants à opérer de façon régulière et à réaliser qu'en opérant selon les normes, ils bénéficient beaucoup plus. La résolution des obstacles liés à l'activité d'importation et d'exportation permettra à terme de rendre les entreprises ivoiriennes compétitives, positionnant la Côte d'Ivoire dans le commerce international.
La composition du Conseil économique et social a été rendue publique depuis lundi. Les membres font leur entrée demain, jeudi 30 octobre. D'où viennent les membres qui la composent, du Conseil économique et social, et quelles sont les actions du Conseil économique et social depuis la nomination de son président Marcel Zadi? Et que si les réponses avec Adama Kone, regardez. En procédant à la nomination des membres du Conseil économique et social, le président de la République pose le dernier élément du puzzle des institutions de la République. Le Conseil économique et social, je ne sais pas au fait vraiment le rôle qu'il joue, mais je sais que c'est une organisation de l'État. Le Conseil économique et social est une institution de l'État qui est chargée de donner des avis au gouvernement sur les questions économiques et sociales. On entend dire conseil économique social, mais on ne sait pas véritablement ce que c'est. C'est M. Zadi Kessi qui est le directeur général, non? Enfin, ouais. Conseil économique et social. Bon, ça concerne le domaine économique, c'est ce que je pense. Assemblée consultative, le Conseil économique et social a pour rôle de donner son avis sur des projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que des propositions de loi. Autrement dit, le CES accompagne l'État dans les grandes décisions qui rythment la vie économique et sociale. Pour cela, il est composé d'hommes et de femmes représentant les principales activités sociales du pays. Toute chose qui favorise la collaboration entre les différentes catégories professionnelles afin de contribuer à l'élaboration d'une politique économique et sociale du gouvernement à visage humain. Dès sa nomination en mai 2011, le président du CES, Marcel Zadi Kessi, a voulu donner un visage spécial à son mandat. Très vite, une task force ou cellule opérationnelle a été mise en place. Une forme d'organisation temporaire créée pour travailler sur certains sujets en attendant la composition complète de l'institution. Ainsi, un séminaire a été organisé à Assini avec le système des Nations Unies pour réfléchir sur le développement de proximité. Les conclusions de ces travaux serviront certainement de dossier d'accueil aux nouveaux membres du Conseil. Parallèlement, la Task Force a travaillé à décrocher les moyens pour la réhabilitation du siège du CES. Ce sont donc des locaux flambant neufs qui attendent ce jeudi les 113 nouveaux membres du Conseil économique et social à la faveur de la rentrée solennelle de l'institution. Adama Kone, un nouveau barrage hydroélectrique sera bientôt construit sur le fleuve Badama dans le département de Tahabo. Le projet vient d'être présenté aux populations du département, nous dit Thérèse Yoboué. Le nouveau barrage hydroélectrique qui va bientôt voir le jour dans la région de Tahabo sera construit entre les villages de Sengrobo et Awati en aval du barrage de Tahabo. D'une puissance de 44 MW, ce barrage va coûter 70 milliards de francs CFA. Sa construction s'étendra sur 3 ans. Les responsables financiers, techniques du futur barrage ont procédé au lancement officiel du projet. Ils ont aussi présenté les études géotechniques, sociales et environnementales aux populations. La construction du barrage de Sengrobo à Awati offrira d'importantes opportunités de développement socio-économique au département. Il s'agit entre autres de la création de 1500 emplois directs et indirects, de l'ouverture de voies pour désenclaver la région. Le ministre Maurice Bandaman, fils de la région, a sollicité l'implication de toutes les populations pour la réussite du projet. Les responsables politiques, administratifs, ont rassuré les populations que leurs intérêts seront garantis et protégés. Le ministre des Eaux et Forêts organise dans le cadre de la mise en œuvre du projet de reboisement en milieu scolaire un atelier. Cet atelier va regrouper pendant 2 jours plusieurs ministres et structures techniques nationales et internationales. Armand Dagnedo à Mississauga. Le couvert forestier varie en danger, avec une perte de 3/4 de sa superficie en 50 ans. Chaque année, ce sont entre 150 000 et 200 000 hectares de forêt qui disparaissent, représentant 63 mètres carrés par seconde. Face à cette menace, le ministère des Eaux et Forêts a initié le projet « Une école, 5 hectares de forêt ». En collaboration avec le ministère en charge de l'Éducation nationale et la coopération allemande GIZ, un atelier est organisé pour définir le contenu des messages clés.
Objectif, élaborer des outils de sensibilisation sur le reboisement et la gestion durable des plantations forestières. Avec les réflexions que les uns et les autres vont pouvoir nous donner, pourront effectivement nous aider à trouver les messages clés qu'il faut pouvoir véhiculer pour sensibiliser nos enfants à l'éco-citoyenneté. Notre souhait serait que les messages clés qu'on va développer à la longue, ça sera intégré aussi dans les curricula de l'éducation nationale. Les messages dégagés à l'issue de cet atelier permettront d'atteindre les élèves, parents d'élèves, enseignants, en vue de développer en eux un comportement éco-citoyen. Les enfants vont apprendre à planter et entretenir la planture, ce qui va introduire en lui l'amour de la forêt. Les bois de teck que nous aurons dans 10-20 ans vendus vont permettre à l'école d'avoir des moyens pour tous les problèmes. Le projet Une école 5 hectares de forêt vise à pérenniser les acquis du reboisement et favoriser le développement durable pour satisfaire les besoins pédagogiques, matériels et financiers des communautés éducatives. À terme, ce sont 120 000 élèves, 2 000 enseignants et 6 000 parents d'élèves qui seront formés aux techniques de reboisement et à un changement de comportement éco-citoyen. Les ressortissants du département de Bangolo, dans la région du Guémon, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, prônent la paix et l'entente entre les Ivoiriens. Pour joindre l'acte à la parole, ils ont organisé une cérémonie de réconciliation. On en parle avec Hamza Diaby. Ils sont venus nombreux des différents quartiers et des cantons de Bangolo pour montrer leur adhésion à la dynamique de paix et de cohésion initiée par les fils et filles de la région du Guémon. Ce rassemblement est à mettre à l'actif des populations de Bangolo sans distinction d'ethnie, de religion et de partis politiques, avec la bénédiction des autorités administratives, coutumières et des cadres de la région. Pour chacun des intervenants, le financement des projets et la création d'emplois ne sont possibles que dans un environnement de paix et de cohésion sociale, d'où leur prise de conscience à la nécessité de la culture de la paix dans la région, durement éprouvée au cours des différentes crises. Cadre de la région et parrain de la cérémonie, Do Simon a invité les populations de Bangolo et en particulier la jeunesse à se mettre résolument au travail dans cette dynamique de paix et de cohésion sociale retrouvée. Pour sa part, il s'est engagé à être leur porte-voix auprès des autorités compétentes. Ils nous ont mis en mission pour transmettre leur message au président de la République. Le Bangolo est définitivement tourné vers la paix, que les jeunes renoncent à la violence à Bangolo, qu'ils s'engagent dans la fraternité avec tous les autres frères qui vivent dans ce département et ils s'engagent en tout cas pour reconstruire le pays autour du président de la République. Cette cérémonie s'est achevée par la lecture d'une motion de soutien aux actions de développement du président Alassane Ouattara dans la région du Guémon et sur toute l'étendue du territoire national. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, Force 2015, est en tournée à l'intérieur du pays. Charles Niaouré et sa délégation étaient à Zekbregwe, village de la localité de Daloa. Ils ont invité les populations de Zekbregwe à la paix et à la cohésion sociale. Eric Goré, Serge Gongomer. À cette rencontre avec les populations des Zépréguiers, le président de Force 2015, c'est-à-dire la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, a appelé les populations à prendre le train du développement en marche. Selon Charles Niaouré, Zépréguier ne doit pas se mettre hors de la République, car la Côte d'Ivoire avance à grands pas. Les travaux entrepris par le gouvernement sont la preuve de l'évolution de notre pays, a-t-il indiqué. Nous sommes venus pour apporter de façon solidaire notre soutien aux populations des Zépréguiers qui, comme l'ensemble des localités de la Côte d'Ivoire, veulent aller à l'émergence. Et c'est pour cela que grâce à de bonnes volontés, nous avons trouvé un certain nombre de choses pour venir les offrir à la notabilité des Zépréguiers, à la jeunesse et aux femmes, et leur dire de croire à la Côte d'Ivoire développée. Le chef du village de Zépréguier a exprimé sa satisfaction face à cette visite de Force 2015 qui, selon lui, va contribuer au développement du village. Le message, je veux l'assurer, est passé à 100%. Parce que si d'abord le chef même est déjà convaincu, c'est que tout le reste, tous ceux qui habitent Zépréguier vont comprendre
ce que le chef va leur dire. La Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et pour l'émergence a offert des tôles à la population pour la réhabilitation de l'école primaire. Le leader de Force 2015 est allé s'incliner sur la tombe de Boisbré-Brully Frédéric, fils des Épréguiers, décédé en janvier 2014. Boisbré-Brully Frédéric est celui qui a inventé l'alphabet de la langue bété. Deuxième grand titre de cette édition, 250 ex-combattants bénéficient de projets de réinsertion communautaire dans la région du Tonkoui grâce à l'ONUCI et à l'ADDR. Ces 250 ex-combattants des départements de Danané et de Zouania vont pouvoir s'intégrer dans le tissu socio-économique. Chantal Ouma à Kandan. Danané et Zouanien sont deux zones frontalières qui ont durement été affectées par la crise. Les ex-combattants et personnes vulnérables se comptent par centaines. À travers le projet de réinsertion communautaire PRC, l'ONUCI et la DDR veulent contribuer à instaurer une paix durable dans ces deux départements. À Danané, 122 jeunes bénéficient de financement pour réaliser des activités génératrices de revenus. À Zouanien, ce sont 119 jeunes vulnérables qui pourront se lancer dans les projets d'élevage et bien d'autres affaires pour se prendre en charge. Le projet est exécuté par l'ONG Kwadi pour la zone de Danané et IDE Afrique pour la zone de Zouanien. C'est l'ONUCI DDR qui finance ces différents projets. Il y a élevage de porc, élevage de lapins, il y a élevage de poulets et il y a kiosque à café et photographie. Ce sont ces différents projets que nous allons encadrer et démobiliser jusqu'à leur réinsertion sociale. C'est un projet qui concourt non seulement à la cohésion sociale parce qu'à ce projet sont associés les ex-combattants et également des civils. À côté de cela, il y a aussi le fait que c'est un projet qui va contribuer au développement. Environ 100 millions de francs CFA seront injectés dans ces projets de réinsertion communautaire. Une restauratrice qui a tout perdu pendant la crise va voir son rêve se réaliser. Son restaurant sera reconstruit. Ce projet va changer beaucoup de choses dans ma vie et la vie de mes enfants. Le projet de restauration que je connais va me permettre de revivre encore dans la joie et dans la cohésion sociale. Le lancement officiel de ces projets à Danané et à Zouanien marque le démarrage effectif des activités qui vont sans doute impacter positivement la vie de ces nombreux jeunes vulnérables. Le mouvement national de soutien à la candidature unique du président de la République Alassane Ouattara Monasco RHDP a tenu à son siège à Cocody un point presse. Un seul point à l'ordre du jour, collecter des fonds pour le financement de la prochaine campagne du chef de l'État, Maître Traoré Serge Gongomber. Après les femmes républicaines qui ont promis lors des assises de leur 3e congrès ordinaire de payer la caution du président de la République Alassane Ouattara aux prochaines élections présidentielles, le Monasco, mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP, leur emboîte le pas. Philippe Légré, président du Monasco, et les autres membres de ce mouvement s'engagent à participer au financement de la campagne du président de la République. Le président Ouattara est candidat du peuple. Il est donc normal que nous fassions appel à tous ceux qui aujourd'hui veulent le deuxième mandat du président Ouattara pour s'assurer d'un bon devenir de notre pays, la Côte d'Ivoire, et bien de venir contribuer pour nous permettre de payer sa caution et de financer sa campagne. Pour joindre l'acte à la parole, les leaders du mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP ont donné l'exemple en initiant une cotisation sur place. 3 millions de francs CFA ont pu être ainsi réunis au cours de la cérémonie. L'honorable Ami Tungara a lancé un appel à toutes les femmes à participer à hauteur de 500 francs CFA au financement de la campagne du président Alassane Ouattara les jours à venir. Les membres du Monasco ont rendu un hommage vibrant au président Henri Konan Bédié pour son oui en faveur de la candidature unique du président de la République Alassane Ouattara. Ils ont promis lui remettre un trophée. Une délégation du RDR conduite par son secrétaire général par intérim a rendu visite à la famille de Laurent Gbagbo, une visite de compassion qui fait suite au décès de la mère de l'ex-président ivoirien. Témoin Michel Digré.
Le malheur qui vient de frapper la famille de Laurent Gbagbo touche également la famille du Rassemblement des Républicains. C'est en ces mots que le porte-parole de la délégation du RDR a livré les motifs de cette visite de compassion conduite par Amadou Soumaoro. Les nouvelles ainsi données, la famille éplorée a salué ce geste de réconfort.